bonjour à tous. Ça marche bien? Vous m'entendez bien? Donc, je suis Mathieu Bélès, je suis paysan encore pour un peu de temps à Cantarane, c'est situé sur la commune de Paraza. J'ai cultivé de la spiruline pendant une dizaine d'années. C'est une microalgue qu'on cultive sous serre dans des bassins. C'est très protéinique, en fait, c'est un peu l'algue du bien-être. En fait, c'est une bactérie, c'est une cyanobactérie, donc ça fait pendant 10 ans, j'ai cultivé donc des bactéries. Et donc je me suis intéressé au fur et à mesure au travail sur le sol, etc. Et je suis venu aux préparations naturelles, puisque là aussi on élève des bactéries. C'est un peu le lien qui m'a amené à travailler avec les préparations naturelles. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Barbeau ou Éric Petiot, qui sont des membres fondateurs de ce mouvement, et d'accéder à leur technique, etc., à leur savoir-faire, les expériences qu'ils ont pu mener pendant à peu près une trentaine d'années. Voilà, donc je remercie moi Chemin Cueillant de me donner l'opportunité d'avoir la parole aujourd'hui. Je suis aussi membre d'un groupe à l'intérieur de l'association qui travaille sur ces préparations naturelles. Donc voilà, il y aura des suites à cette intervention. J'espère bien faire une petite formation d'une journée pour vraiment avoir une journée technico-pratique sur comment se fabriquer ses propres préparations. Voilà, donc il va y avoir un travail aussi de biais avec les quelques producteurs, des viticulteurs, etc., qui sont affiliés à l'association, pour mettre en place vraiment des protocoles et proposer des solutions pour les jardiniers amateurs, etc., etc. Voilà, en gros, pour me présenter comment je suis arrivé aux préparations naturelles, et je souhaite m'installer en tant que producteur de préparations naturelles. Je souhaite cueillir les plantes moi-même et proposer une gamme dès l'année prochaine pour proposer des solutions enfin non chimiques à tous les jardiniers, quoi. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue de conférence. Voilà, bonjour, je m'appelle Jean Savin, j'ai été apiculteur professionnel dans le département de l'Hérault, pas loin de Saint-Ponce de Thomières, c'est pas loin d'ici. Je suis toujours militant de la Confédération paysanne. Quand il y a eu toutes les intoxications, l'affaire du Gaucho en 1995 ou un peu plus, on a créé une commission apicole à la Confédération paysanne. Et puis, c'était une grosse mobilisation contre ces produits chimiques de Bayer et compagnie. Et on s'est dit, bon, nous, on parle de nos abeilles et des pesticides, mais à côté, il y a des collègues qui ont d'autres activités agricoles et qui en utilisent des pesticides. Et donc, on a quelque chose à se dire. Et à partir de là, on a créé une commission pesticides, et j'ai été responsable de la commission pesticides. Et la Confédération paysanne, depuis pas mal de temps, est le seul syndicat agricole qui a pour objectif la sortie des pesticides, de ne plus en utiliser. Et on voit bien la raison de plus en plus, et actuellement c'est tellement évident, avec la disparition de la biodiversité, avec les questions de maladies, des paysans, mais aussi de la population. Donc on s'était intéressé aussi aux alternatives. Et parmi les alternatives, il y en a qui sont intéressantes, c'est justement les préparations à base de plantes, qui s'appellent les préparations naturelles peu préoccupantes, c'est la définition officielle. Donc je me suis intéressé à ça et surtout à faire évoluer la réglementation, d'avoir en créé une et la faire évoluer, pour qu'on puisse l'utiliser, que ça puisse se déployer. Donc, pour ma part et pour notre part, on a commencé à ça. Le combat là-dessus, c'était en 2006, pour défendre Éric Petiot. Éric Petiot qui faisait des formations pour les paysans, pour leur apprendre à utiliser les plantes. Bon, on a entendu parler du purin d'ortie, mais de tout un tas d'autres plantes. Et la répression des fraudes lui tombait dessus en disant, ce monsieur, il donne des conseils
aux paysans pour qu'ils utilisent des produits qui sont interdits. Ouais, ça n'avait pas d'autorisation. Quand quelque chose n'est pas autorisé, il est interdit. On vit dans ce régime-là, sous ce régime-là en France. Et en même temps, on l'accusait aussi d'escroquerie parce qu'il avait soigné un jardin, un très beau jardin, des arbres qui étaient malades, avec des huiles essentielles. Il avait des petits fers perforateurs qu'on plantait dans l'écorce des huiles essentielles. Et alors ça plaisait pas aux gens. Donc, et ils ont trouvé que c'était une escroquerie parce qu'ils faisaient payer assez cher. Voilà. Alors, on s'est mobilisé, on est allé trouver la Direction générale de l'alimentation, le service du ministère de l'Agriculture, qui est concerné. Et nous étions la Confédération paysanne et beaucoup d'associations. Il y avait Nature et Progrès, les Amis de la Terre, les Amis de l'Ortie, Génération Future et compagnie. Et là, l'administration a bien compris qu'on ne pouvait pas rester sur un domaine qui n'était pas régi et on ne savait pas où ce qui était légal, ce qui ne l'était pas. D'une part parce que l'administration a envie de tout cataloguer et savoir ce qu'on peut autoriser ou pas, ouvrir un parapluie chacun dans l'administration, tout le monde doit se protéger, qu'on ne puisse pas les accuser. Et nous, de notre part, on voulait que ça soit autorisé, réglementé, mais que ça puisse se développer et qu'on n'embête plus les paysans qui en utilisent. Alors, la répression des fraudes a arrêté son action pour la simple raison qu'au bout de 6 mois, elle est allée visiter le jardin dont une partie des arbres avait été soignée, l'autre partie n'avait pas été soignée. Ce qui avait été soigné était en bonne santé, et ce qui n'avait pas été soigné, une bonne partie était mort. Donc, ils ont vu que ce n'était pas du charlatanisme, mais qu'il y avait une vérité, donc ils sont arrêtés. Et alors, le gouvernement a décidé de créer une commission pour étudier ce procédé, voir comment on pouvait faire une réglementation. Donc ça a été en décembre 2006. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui en est sorti, c'est-à-dire vouloir créer 3 commissions avec 3 objectifs importants. Ce qui est intéressant, c'est de voir en 2006 les objectifs et en 2019, sur les mêmes objectifs, où est-ce qu'on en est. Le premier point, réalisation d'un inventaire aussi complet que possible de l'état actuel des connaissances et des pratiques en matière de préparation naturelle. Là, on est actuellement en train de faire la première action dans ce sens-là. On a eu en effet la Confédération paysanne et l'association SPRO PNPP et l'Institut technique de l'agriculture bio, un financement d'Ecofito pour réaliser ces collectes de recettes, collectes d'utilisation par les paysans. Ensuite, faire des réunions entre paysans et des échanges de pratiques. Il y en a une le 28 octobre à Narbonne. S'il y a des gens qui sont intéressés, on vous donnera les informations. Et ensuite aussi une bibliographie complète. Et de façon à pouvoir diffuser toutes ces connaissances et le développer un petit peu plus. Ça se termine par un colloque le 11 et le 12 novembre à Périgueux. Voilà, donc sur ce point-là. Sur le second point, c'était la définition des préparations naturelles. Là, on a fini difficilement, mais on y est arrivé. Et ensuite, l'autre point, c'était la procédure simplifiée d'obtention, d'autorisation. Là, ça a été laborieux, difficile. On y est presque arrivé, sauf qu'il y a un point qui bloque. Donc, voilà. Donc, je vais voir avec vous la suite. Le gouvernement, pour que ça débloque un petit peu, a saisi le fait de la loi sur l'eau du décembre 2006 pour faire voter un amendement en disant que
les dispositions qui concernent les pesticides utilisés au bord des cours d'eau ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, donc c'est la définition officielle qui est sortie à ce moment-là, qui relève d'une procédure simplifiée. Bon, on a une procédure simplifiée et en principe on peut estimer que ça pourrait sortir des pesticides. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu donc des réunions qui ont été faites pendant 3 ans, au rythme de 3 ou 4 réunions annuelles. Au début, il y avait toute l'industrie des pesticides qui était là, parce que ça les concerne, et qui se demandaient si les gens utilisent des plantes, s'ils peuvent se faire les préparations eux-mêmes, notre chiffre d'affaires, qu'est-ce qui va devenir? Voilà. Alors, au bout de 3 ans, il y a eu un décret, en 2009. Et on a obtenu que les préparations naturelles soient du domaine public, parce qu'on a soutenu depuis le début que c'était un savoir paysan, et que ce savoir paysan, il était inacceptable que des industriels puissent se l'approprier. Donc, et ça, le ministère de l'Agriculture nous a bien compris et bien suivi. C'était aussi obtenu par un procédé accessible à l'utilisateur final. Ça veut dire que le paysan puisse réaliser les préparations qu'il va utiliser sur ses plantes. Donc, pas de procédé industriel. Et ces procédés sont définis. Alors, c'est traité par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, extraction par l'eau, ou extraction par distillation à la vapeur, ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau. Donc tant qu'on utilisera un procédé qui soit compris dans cette liste, c'est bon. Ça nous allait bien, sauf que il faut que la substance active soit enregistrée sur la liste officielle de l'Union européenne des pesticides. Et que là, ça coûte très cher. Et qu'aucun paysan, aucun artisan qui produit des préparations naturelles n'a les moyens ni intellectuels, ni financiers surtout, de financer ce genre de demande. Et comme ce n'est pas du domaine industriel, il y a un blocage total, il n'y aura jamais quelqu'un qui va demander une autorisation pour pouvoir utiliser de l'ortie, pouvoir utiliser des choses qu'il utilise depuis longtemps, en plus. Et ensuite, il y avait alors c'est toujours comme la réglementation des pesticides, je vais vous expliquer rapidement. C'est d'abord, pour les pesticides, il y a une plante qui a une maladie ou un parasite, et on lui trouve ce qu'ils appellent un médicament, et on lui trouve un pesticide. Donc il y a une autorisation du produit, et ensuite une autorisation de la préparation. L'un est européen, l'autre est national. Donc ça fait 2 études à financer. Encore plus, donc c'est encore impossible, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors ça a été très long à obtenir. Petit à petit, on a gagné quelques points. On a fait beaucoup de mobilisations, de trouver des élus, des maires de grandes villes, si possible, des députés ou autres. Et on allait, avec eux, utiliser les produits qui étaient interdits, les préparations d'ortie et d'autres, sur les plantes, le jardin botanique. Voilà. C'est intéressant à voir que tant que c'était interdit et que le Sénat nous bloquait ce qu'on demandait, le jardin du Sénat était traité quasiment uniquement avec des préparations à base de plantes. Quand les élus s'en sont aperçus, le gérant, celui qui était responsable du jardin, n'a pas pu en acheter d'autres. Voilà. Ensuite, il y a eu le changement de la réglementation européenne qui a fait qu'il y avait ce qu'on appelle des substances de base, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas des pesticides, mais qui peuvent être utilisés comme pesticides ou diminuer la dose des pesticides. Parmi ceux-là, il y a le sucre, il y a le vinaigre, il y a le sel, il y a des plantes. Mais ce projet-là, alors on voulait nous diriger vers ces substances de base. Mais les substances de base, le ministère de l'Environnement a financé les recherches pour avoir des autorisations comme ça. Il y a un chercheur qui travaille
à l'Institut technique de l'agriculture à l'ITAP, de l'agriculture bio, qui en 7 ans en a obtenu une vingtaine de plantes. Et encore, ce n'est pas lui qui les a obtenues toutes. Il y a d'autres organismes qui ont agi là-dessus. À ce rythme-là, pour en avoir 300, il faut un siècle. Et l'argent, en plus. Donc, c'est pas possible. On essaie d'aller chaque fois un peu plus loin. Et on est allé un petit peu plus loin, cette fois-ci, lors de la loi d'avenir de l'agriculture, en 2014. On avait rédigé des amendements, on a trouvé des députés qui les ont présentés, mais ça a été démoli par le ministre de l'Agriculture et surtout par le rapporteur de la loi. Le rapporteur de la loi qu'on connaissait bien, en plus ça fait mal car c'était quelqu'un qu'on connaissait bien, qui, quand il était dans l'opposition, nous avait dit que le plus grand bien de toutes ces préparations à base de plantes, que si on ne pouvait pas les obtenir, c'était parce qu'il y avait les lobbies qui étaient là. Et quand il est au pouvoir, il interne notre demande. Alors ce qu'on a fait, on a fait un petit film, on avait filmé ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est à la télé, donc vous pouvez prendre des images et les mots qui ont été dits. Mais quand on avait interviewé sur les préparations qu'on faisait, on avait aussi enregistré. Et alors on a fait une phrase dans l'opposition et une phrase au pouvoir. Pas longtemps, mais sur 5 minutes. Et ça, on l'a envoyé à tous les députés, tous les sénateurs. Il nous a téléphoné en disant « Ah ben vous êtes salaud, hein, vous m'avez fait un tour de vache. » Et là, on lui a dit « Et toi aussi ?» Ah ben il nous a dit « Eh bien, il faut qu'on en sorte de là. Il faut qu'on s'arrange. Je vous donne un rendez-vous. Vous dites rien à l'administration. Vous venez, moi j'aurai une juriste avec moi. » Et on a rédigé les amendements qu'on voulait, on lui a fait comprendre. Et il l'a présenté lui-même. Et ça a été voté à l'unanimité. Parce que le ministre lui avait dit « J'en ai marre de tout ça, tu te débrouilles avec. » Voilà, donc là, on a eu le fait que, voilà, ce qui a été voté, c'est simplement ça. Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, et c'est une préparation qui est pesticide, mais ça ne nous intéresse pas, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Pour sortir de la réglementation pesticides, qui nous bloquait complètement, on s'est dit on va dire que c'est des biostimulants. En fait, on verra que c'est des biostimulants, mais c'est aussi autre chose. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Ça bloque l'industrie, parce qu'aucun industriel va faire un produit que les paysans peuvent faire eux-mêmes et lui faire la concurrence. Et les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées sur une procédure d'évaluation et une évaluation simplifiée, dont les modalités sont fixées par décret. Entre 2014 et 2016, il y a presque 2 ans, pour que le décret sorte. Et on demandait, on passait pas 3 mois sans demander où est-ce que c'était, où est-ce qu'ils en étaient et pourquoi ça ne sortait pas. Pourquoi ça ne sortait pas, on ne nous l'a pas dit, mais on le sait. Parce que le jour où un conseiller du ministre a quitté le cabinet ministériel, on savait d'où elle venait, on savait les opinions sur les produits-là. 15 jours après, les 2 décrets sont sortis. Voilà. Et alors, on a eu, en 2016, un décret qui dit que les substances biostimulantes sont autorisées par une inscription sur une liste ouverte et publique tenue par le ministre de l'Agriculture. Ensuite, la substance a fait l'objet d'une évaluation par ANSES. C'est là le point qui bloque. Parce que l'ANSES, on lui a envoyé, comme on a envoyé au ministère, on a fait tout un boulot de bibliographie, un boulot de collection de tout ce qu'on pouvait trouver, et on avait 3 ou 4 listes. Le total, ça faisait 800 plantes utilisées ou utilisables. Quand ils ont vu ça, ils ont dit « Oula, d'une part, on ne sait pas comment on peut faire évaluer ça, d'autre part, on n'a pas les moyens. » Et au bout de 2 ans, il n'y en a eu aucune qui a été évaluée par l'ANSES. L'ANSES devait voir uniquement l'effet toxicologique sur la santé humaine, sur la santé animale et l'environnement.
On a obtenu aussi le fait qui était important, c'est qu'il n'y ait pas d'évaluation sur l'efficacité. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'une plante et une préparation qu'on fait avec une plante, la plante, elle n'a pas la même composition en fonction de la saison dans laquelle on la récolte, du sol sur lequel elle pousse, et qu'elle a une action qui dépend aussi du sol, qui aura une bonne action dans telle circonstance, dans ce sol et un environnement déterminé, et qui ailleurs pourra ne pas avoir le même effet. Donc c'est pas... Parce qu'il a fallu leur dire au début, la première réunion qu'on a fait, on a dit l'ortie, ils nous ont dit l'ortie, c'est quelle molécule? Alors, bien sûr, on est sorti de la chimie, là. C'est pas ça. Il y a tout un tas de molécules, il y a tout un tas de choses, mais c'est une plante, c'est une action beaucoup plus globale et c'est une action vivante, c'est quelque chose de vivant. Il a fallu un bout de temps pour leur expliquer ce que c'était que le vivant par rapport à ce que sont les molécules de synthèse chimique. Voilà. Ensuite, la substance, elle est d'origine animale, végétale ou minérale. La plupart, ce sont des plantes. Bien. Et puis, toujours, la même définition, elle est obtenue par un procédé accessible à l'utilisateur final, traité uniquement avec des moyens manuels ou mécaniques, et dissolution dans l'eau, flottation, extraction par l'eau, distillation à la vapeur, ou par chauffage uniquement. Et il y a un arrêté qui vient là pour ouvrir ou décider de l'inscription des plantes sur cette liste. Et le ministère de l'Agriculture, d'un coup de main très large, a ouvert la liste à 148 plantes qui sont notées dans le Code de la santé publique, c'est-à-dire ce qui n'est pas privé pour la pharmacopée. Voilà, ce qui est utilisable publiquement. Donc, actuellement, il y a 148 plantes qui sont autorisées, avec lesquelles on peut faire les préparations. Les autres, il y en a beaucoup d'autres qui sont utilisées par les paysans, qui ont bien raison de les utiliser, mais qu'il nous faut faire qu'on arrive à obtenir l'autorisation. Ensuite, il y a autre chose qui est paru, c'est un peu avant 2015, c'est voilà, une ordonnance sur les matières fertilisantes. Parce qu'il n'y avait pas trop de réglementation sur les diverses matières fertilisantes. Le ministère de l'Agriculture, par rapport à une évolution européenne de la réglementation, a sorti un règlement dans lequel il y a les préparations naturelles et on a justement la définition de ce qu'est une préparation biostimulante. Ce qu'est quelque chose de biostimulant, c'est les matières dont la fonction, une fois appliquée au sol ou sur la plante, est de stimuler les processus naturels des plantes ou du sol et de faciliter ou de réguler l'absorption par celle-ci des éléments nutritifs ou d'améliorer leur résistance au stress abiotique. Donc ça permet à la plante d'absorber mieux le sol, ça permet au sol de fonctionner mieux, mais ça protège la plante uniquement du stress abiotique. Si c'est le stress dû à une maladie ou à un parasite, ne pas toucher. Ça, c'est réservé à l'industrie du pesticide. Parce qu'il faut bien se dire que la réglementation des pesticides, que ce soit français ou que ce soit européen, elle a été en grande partie écrite par l'industrie. Et quand on prenait sur l'article qui dit ce qui est un pesticide, vous avez tout ce qui peut porter, qui agit pour le bien-être de la plante, pour lutter contre les parasites, que ce soit des champignons, que ce soit d'autres parasites, des attaques, tout, c'est tout un pesticide. Stress abiotique, la sécheresse, la grêle, la pluie, tout ça, voilà le temps, ce qui va avec le climat. Bon, en fait, on l'utilise aussi pour autre chose. Voilà, et puis, au dernier moment, donc où est-ce qu'on en est actuellement? Donc actuellement, on a un décret qui dit comment il faut que les substances doivent être évaluées et autorisées. On a obtenu le fait des points qui sont positifs, c'est du domaine public. Il n'y a pas d'industrie qui va faire ça, ou que Bayer vend du purin d'ortie, mais qui est fabriqué par quelqu'un d'autre, pour pouvoir dire à un moment donné, moi aussi ça m'intéresse.
Mais bon, c'est rien du tout. Ensuite, on a obtenu une simplification parce qu'au départ, il y avait l'aspect de l'efficacité, on ne peut pas en sortir quelque chose de clair parce que c'est pas figé, c'est du vivant, voilà. Et là maintenant, dans la loi des États généraux de l'alimentation, on a essayé de faire passer un avis qui avait été donné en 2001, qu'on a trouvé tardivement, par la commission des experts du ministère de l'Agriculture, qui s'appelait la Comtox, avant que l'agence l'ANSES actuelle existe, ou que celle d'avant, qui était l'AFSA, existe. C'était des experts qui faisaient expertiser la toxicité des pesticides, et qui disaient ce qui était autorisable ou pas. Et ils avaient fait un travail sur quelles étaient les exigences concernant les plantes et les préparations de plantes ayant un effet pesticide. Et ils avaient dit, au final, une douzaine de plantes qui n'avaient pas besoin d'évaluation toxicologique. Et ils ont dit aussi que toute partie de plante utilisée en alimentation humaine ou animale n'avait pas besoin d'une évaluation toxicologique, ce qui semble logique. Hein. Et oui, mais le gouvernement, ils l'ont planqué, le ministère l'a caché, et tout ça, nous, on l'a ressorti. Ils n'ont pas voulu en tenir compte. Alors on a trouvé des députés qui voulaient défendre un amendement. On a trouvé une quarantaine de la République en marche, parce que ça nous semblait, non pas pour des choix politiques, mais parce que c'était les gens qui étaient une partie du gouvernement. On pensait que peut-être ils hésiteraient, le gouvernement hésiterait de se faire des ennemis au sein de son groupe, mais bon voilà, ils ont présenté ça. Et le ministre de l'Agriculture a démoli nos demandes avec des arguments complètement débiles. C'est vraiment débile, c'était pas le même ministre des Travers. Il a dit si vous mangez des feuilles de rhubarbe, vous risquez de vous intoxiquer. Parce que les plantes naturelles, c'est pas parce que c'est naturel que c'est. Il a fallu quand même que des députés lui disent chez nous, les gens sont plus intelligents, ils mangent les tiges, mais pas les feuilles. C'est passé au second tour à l'Assemblée nationale, alors c'était pire. Si vous mangez trop de courges, vous perdez vos cheveux. Ah oui. Moi, je sais, effectivement, il y a des intoxications à partir des courges, mais des coloquintes ou des courges qui ne sont pas consommables. Ce n'est pas pour l'alimentation. Et après, effectivement, les gens qui ont eu une intoxication comme ça, une partie perdent leurs cheveux. Enfin, voilà les arguments qui ont été opposés. Et au dernier moment, il a trouvé une solution. Il a fait voter par un député de l'opposition un amendement qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui venait bloquer l'amendement qui devait être présenté ensuite par ceux qui soutenaient le nôtre, et ça fait un changement qui dit que les parties de plantes utilisables en alimentation humaine ou animale auront une évaluation et une autorisation adaptée. Adaptée, ça veut dire quoi? On peut supposer que c'est plus simplifié ou pas. Et on est justement en train de discuter de ça avec le ministère de l'Agriculture qui est venu nous proposer en nous disant voilà, si on a un cahier des charges pour ces plantes-là, il n'y aura pas besoin de l'évaluer. Parce qu'en même temps, l'ANSES nous avait dit, quand on est allé rencontrer plusieurs fois, ils nous ont dit la solution, c'est que vous obteniez que des plantes qui sont autorisées, dont l'usage est autorisé pour d'autres choses, par exemple les compléments alimentaires ou autres, puissent être inscrites comme substances biostimulantes. Mais même ça, au ministère de l'Agriculture, ça ne passe pas. Alors bon, là, c'était une sortie. Alors le cahier des charges, on en a discuté plusieurs fois. Ça fera bientôt un an qu'on a commencé la discussion avec le ministère de l'Agriculture. On a bien avancé, sauf que on est arrivé sur des points où on leur dit, nous, on ne recule pas là-dessus, on n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord, on fait l'ensemble, vous vous démerdez. C'est les huiles essentielles. Ils ne veulent pas en entendre parler, mais ils ne se sont pas rendus compte que depuis 10 ans, l'utilisation des huiles essentielles dans la loi est autorisée pour des substances, des préparations à base de plantes, parce qu'on peut distiller à la vapeur. À la distillation à la vapeur, on fait des huiles essentielles. Alors ben, la réponse c'est non, les huiles essentielles on ne peut pas, mais le distillat oui. Se fout de la gueule du monde. Non, là, non. Il y a des huiles essentielles qui posent des problèmes, qui peuvent être toxiques à ce moment-là, où
on les interdit ou on prend des mesures de précaution. Comme pour tous les pesticides, pesticides chimiques, si on devait sortir du marché tous les pesticides qui sont toxiques pour l'homme, simplement, il n'en resterait plus aucun. Donc, il y a des méthodes de protection qui sont, voilà, qu'on fasse un peu ce qu'on fait pour les préparations à base de plantes, qu'on fasse un peu ce qu'on fait très largement pour l'industrie chimique. Et on en est là, à la discussion, à ce niveau-là. Voilà. Et puis, il y a eu, on leur a dit aussi, vos décrets, tout ça, c'est très compliqué. Donc, il faut sortir un décret de simplification. Ce qu'ils ont fait, qui est sorti au mois d'avril, qui reprend ce qu'on a dit à peu près jusqu'à maintenant, le met en clarté, et qui élargit un petit peu plus, parce qu'on peut extraire, non pas uniquement avec de l'eau, mais avec de l'alcool aussi. Voilà. On ouvre un petit peu. Mais on en est là, toujours, et on fait, à côté de ça, on a eu donc un budget par Ecophyto pour faire tout un travail qui était sur 18 mois de collecte d'utilisation de pesticides par les paysans, d'échange, de bibliographie aussi. Et puis, voilà, là, ça va se terminer bientôt, et on va le terminer avec un colloque. Et tout ce qu'on aurait fait, tout ce qui a été collecté, tout cela sera public, sera écrit, publié et accessible à tout le monde. Voilà où on est là, à peu près du point de vue administratif. Voilà, sauf que, là, il y a quelque chose, ça fait déjà 4 mois qu'on attend une réponse du ministère par rapport à ce qu'on lui a envoyé, mais on lui a envoyé aussi la bibliographie, et sur la bibliographie, il doit avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, parce que les plantes qui sont autorisées comme biostimulants, si on prend un bouquin, celui-ci, qui est très bien pour les gens qui sont intéressés par les PNPP, il est très bien. Ça ne concerne pas que les arbres, mais ça concerne la plupart des plantes qui sont utilisées. Quelles sont les propriétés, pourquoi on peut les utiliser et comment on les prépare. Et il y en a un certain nombre qui sont définies, dont on dit qu'elles ont des propriétés, les unes comme fongicides, les autres comme insecticides, les autres comme éliciteurs, les autres ceci, cela. Beaucoup de propriétés qui sont des propriétés pesticides. On ne peut pas revendiquer dans ces lois, on ne peut pas revendiquer un autre effet que l'effet biostimulant. Alors nous on explique que ça a un effet fongicide parce que ça agit sur la plante elle-même, la plante le sol, et qu'elle récupère de quoi se nourrir et de quoi réagir aux attaques. Mais bon, voilà. C'était la seule solution pour se sortir des pesticides. Est-ce que le gouvernement, le ministère va accepter tout ça? Ou est-ce qu'on va faire la guerre de nouveau? Voilà. Maintenant, du plus concret sur la réalisation. Merci. Tiens, voilà. Oh, quoi, ça? Voilà. Voilà, donc c'est pas évident au niveau législatif de faire des préparations naturelles. Ça, c'est un peu cadenassé. Attends, est-ce qu'on fait s'il y a quelques questions? Oui, si vous avez des questions, Avant peut-être, on au niveau fait législatif. questions. Après, moi, je vais enchaîner sur des aspects un peu plus techniques, pratico-techniques. Allez. Il y a le micro. Attendez, pardon, le micro, parce que si on vous entend pas. Ah, attends, il va ramener le micro. On va vous donner le micro. Existe-t-il un document qui regroupe tout ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire les plantes qui sont autorisées, les plantes qui ne le sont pas, etc. Pas encore. Il n'y a pas encore un document, mais on a des documents qu'on a fait. Nous, on n'a pas encore il n'y a pas encore un document complet, mais si on a des documents faits par la Confédération paysanne, justement sur la réglementation. Moi, je le fais simplifié sur la réglementation des différents. Oui, quelque chose d'assez simple. Ouais. Quelque chose de assez simple. Il y a Oui, une- mais ça, écoutez, si vous avez une adresse mail, vous me la donnez, je vous l'envoie. Oui. Parce que là. Et ensuite, sur les plantes autorisées, moi, je peux vous l'envoyer aussi, parce que c'est dans le code de la santé publique, la liste des plantes autorisées.
C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc voilà, alors les préparations naturelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une préparation naturelle? Une préparation naturelle, elle n'agit pas directement sur l'agresseur ou la cause du stress. Elle va permettre à la plante de mettre en place des moyens de défense, donc ça s'appelle un effet éliciteur, soit de mieux utiliser les ressources présentes dans le sol, donc on appelle ça phytostimulant. Donc en fait on donne les moyens à la plante de pouvoir se défendre. Alors on a certaines préparations qui sont insecticides ou fongicides, mais en fait on donne les moyens à la plante de se défendre. C'est pas une substance donc chimique qui va venir tuer le champignon ou l'insecte. Et l'insecte, vous le savez, la nature elle est très forte, donc l'insecte il s'accoutume, ou les chenilles, etc. Et l'année d'après, il faut une nouvelle formule chimique pour pouvoir tuer la chenille, quoi. Donc chaque année, il faut racheter de nouveaux produits, etc. Et on rentre dans des cercles vicieux de consommation, on n'a plus d'autonomie, enfin, etc. Et on lutte contre, au lieu d'essayer de faire avec et de multiplier la biodiversité plutôt que de sectoriser et tuer tout le monde. Et nous avec en même temps, puisqu'on ne tue pas que l'insecte, on se tue aussi nous-mêmes. Donc c'est là l'intérêt aussi des préparations naturelles, c'est on peut pulvériser et tuer certains ravageurs ou insectes, mais on ne se tue pas nous-mêmes, quoi. C'est aussi ça le but, quoi. Donc il y a plusieurs effets au jardin. Comme je disais, il y a insecticides, fongicides, il y a aussi des préparations qui sont répulsives. On va pouvoir vraiment essayer d'écarter au maximum les ravageurs ou les nuisibles. Il y a des préparations aussi stimulantes, évidemment. On s'aperçoit aussi de ça, c'est que chaque fois qu'on va utiliser une préparation répulsive, insecticide ou fongicide, une semaine après, derrière, on va renourrir avec des plantes qui sont stimulantes. Parce que ça prend de l'énergie à la plante d'accumuler ces nouvelles molécules qu'on lui donne pour se défendre. Donc c'est nécessaire aussi, derrière, de la renourrir, de lui redonner quelque chose de stimulant pour qu'elle puisse repartir en croissance. Si on fait que traiter, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, je pense, en conventionnel, qu'on ne renourrit pas la plante derrière, elle galère en fait. C'est beaucoup d'énergie, ça lui prend beaucoup d'énergie pour assimiler ces molécules-là, quoi. Donc on a une alternance, maintenant aussi, toujours dans le traitement. Un coup on stimule, un coup on traite si on a besoin. Le but c'est de ne pas traiter, hein. Évidemment, on va travailler énormément aussi en préventif. Et ça pose des questions par rapport aux produits chimiques, c'est-à-dire qu'on va traiter alors qu'il n'y a rien. Et ça leur pose question, quoi, parce qu'il y a toute une partie du carbone de la plante, toute une partie de la croissance qui est dédiée à sa protection. Donc ça fait un peu, on considère que peut-être ça fait moins de fruits, c'est moins productif. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Surtout qu'il n'y a pas la maladie là pour l'instant. On attend qu'elle soit là pour traiter. Donc il y a aussi toute cette dynamique de prévention, où on va venir avec des plantes comme la prêle par exemple, qui est riche en silice, les cristaux de silice ils vont venir découper tous les champignons qui sont présents. Ça va faire un peu le ménage, on va essayer d'aseptiser un petit peu, de nettoyer pour éviter de nourrir des champignons qui sont pathogènes et qui sont là en grand nombre en fait. Parce qu'on est carencé au niveau des mycorhizes, etc. ou de la vie bactérienne du sol, hein. On a énormément de sols qui sont perturbés, on va dire, hein, par le tassement et nos pratiques régulières depuis quelques dizaines d'années. Alors, il y a différentes plantes utiles. On a l'achillée millefeuille, par exemple, qui pousse très bien ici, qui est stimulante pour le compost. On a l'ail cultivé, qui est répulsif, insecticide et fongicide. Alors ça marche très bien pour la cloque du pêcher, par exemple. Donc c'est une macération huileuse. Il y a différents types aussi de préparations, je vais vous les décliner tout à l'heure. La bardane, qui est une plante très intéressante puisqu'elle a des effets fongicides mais aussi stimulants de la vie du sol. Donc on a des plantes aussi qui font les deux, qui ont un effet curatif et un effet stimulant. Donc on va privilégier aussi ces plantes-là, comme ça on a un double effet parce que ça crée aussi des synergies. Plus on met de molécules différentes et plus la plante elle peut piocher ce qu'elle a besoin dans le sol, mais grâce à ce qu'on amène. Il y a la capucine qu'on trouve régulièrement dans nos jardins, qui est très bonne aussi en répulsif, fongicide. La consoude qui est un excellent stimulant, qui amène aussi des matières minérales comme le phosphore, qui sont très importantes. On a l'euphorbe qu'on peut récupérer pour faire fuir les mulots, les ratopiers, etc.
La fougère qui amène de la potasse et qui est un très bon insecticide, la lavande insecticide, le lierre répulsif, la mélisse insecticide, une infusion pure, ça marche très très bien sur les pucerons. La menthe également. On a l'ortie qui est vraiment la super plante. Voilà, tout à l'heure j'essaierai de vous faire un petit focus sur l'ortie parce que vraiment elle a ce rôle d'éliciteur, c'est-à-dire que vraiment elle va permettre à la plante de pouvoir se défendre, quoi. Voilà, il y a le pissenlit qu'on trouve aussi fréquemment, qui est très bon régénérateur des sols. Le chardon le fait aussi également, on en a beaucoup et on pourrait faire des extraits fermentés de chardon pour régénérer nos sols. C'est aussi l'occasion de sublimer toutes ces plantes qui nous accompagnent et qui sont témoins un petit peu de ce qui se passe. On parle de plantes bioindicatrices. Quand on a des chardons, en général, c'est pas très bon signe. Mais on peut récupérer ces chardons et sublimer et accélérer un petit peu le processus dont ils font partie, eux. Ils sont là pour ça, ils sont là pour réguler tout ça. La rhubarbe, le rumex, voilà, qu'on n'aime pas trop, mais qui peut servir. La sauge, le sureau, qui est super pour tout ce qui est insectes, etc. La tanésie, la valériane. Et il y a encore des plantes qu'on doit arriver à tester, parce que moi, par exemple, j'ai fait de l'extrait fermenté d'aubépine. C'est pas encore répertorié, mais je suis parti de nous. C'est un revitalisant, un fluidifiant du sang. Donc je me dis, pour le sol, pourquoi pas. C'est une plante voilà, qui a beaucoup de vertus. Donc j'ai testé ça, j'en ai mis sur des arbres fruitiers, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, il faut aller un petit peu plus loin. Donc voilà, tout un tas de plantes qu'on peut utiliser. On a aussi des préparations inductrices. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, il y a la menthe, tenserpolée et l'origan. Alors, on peut mettre les trois ou une des trois. C'est une infusion pure et ça va envoyer un signal comme quoi il fait froid. C'est-à-dire, c'est super avant un gel ou après une grêle. Parce que la plante, la grêle, le temps que l'information circule, ça peut lui prendre quelques jours. Donc là, on peut lui envoyer un signal, il fait froid, c'est comme si on vous mettait à vous dans une chambre froide pendant 15 minutes. Au bout d'un moment, vous allez vous mettre en résistance. Et là, on peut dire à la plante, mets-toi en résistance, il fait froid, il y a eu un gel, il y a eu... Et du coup, elle va mobiliser ses ressources pour cicatriser, etc. On l'aide à accélérer le processus de compréhension de ce qui arrive, quoi. Donc on va chercher aussi énormément de résistance avec ces produits donc éliciteurs comme l'ortie, la consoude, la prêle. C'est ce qui nous intéresse. On n'est plus vraiment non plus dans la croissance. Voilà, c'est un peu le leitmotiv là de ces dernières décennies, la croissance, la croissance. En fait, là, on va chercher de la résistance. Si la plante elle peut résister, elle arrivera à pousser, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, dans une journée, il y a les 4 saisons, la plante, elle ne sait plus où elle habite à des moments et elle a besoin de résistance. Donc c'est aussi par rapport au sol. Donc toutes ces préparations naturelles s'appliquent également au sol et en priorité au sol. C'est vraiment le sol qu'on va nourrir. On s'occupera de la plante une fois que le sol sera redynamisé, on va dire, qu'on aura remis des bactéries. Parce qu'en fait, on va voir que dans les extraits fermentés, c'est un élevage de bactéries. Ce n'est pas des composés, des molécules chimiques comme on a dans les autres produits, qu'on a l'habitude de connaître, potasse, azote, etc. Là, c'est un peu différent, quoi. Comme disait tout à l'heure, c'est du vivant, quoi. Donc, on a différents modes de préparation. On a toutes les tisanes. Donc, c'est la famille des tisanes. Dans les tisanes, il y a les infusions, les décoctions et les macérations à l'eau froide ou extraits à l'eau froide. Donc les tisanes, ça peut se faire avec des plantes fraîches ou avec des plantes sèches. Quand on a des plantes sèches, on a un principe actif qui est beaucoup plus fort, ça va beaucoup plus être curatif, etc. Mais on a aussi des apports dans les plantes fraîches, ça peut amener une certaine vitalité, des photons, enfin, etc. Donc une infusion des plantes dans l'eau froide, on monte à ébullition, on coupe le feu, on laisse bien le couvercle parce que les principes actifs ils sont dans la buée, dans la vapeur d'eau. Une fois que c'est refroidi, on peut filtrer et on peut pulvériser, ça se conserve assez mal, quoi. Il faut le laisser au frigo. En général, c'est au moment, quoi, pour les infusions. La décoction, c'est pareil. Une des décoctions les plus prisées et les plus efficaces, c'est la décoction de prêle. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à extraire la silice de la prêle. Pour pouvoir, ça c'est pour les maladies fongiques, et on conseille en général 3 traitements de prêle avant de passer à l'ortie, pour que ce soit vraiment nettoyé, on va dire, au niveau des champignons pathogènes. Donc c'est des plantes dans l'eau froide, on peut les mettre 24 heures avant pour bien qu'elles s'imbibent.
Et puis après, il faut monter à feu doux, on laisse buller pendant 20-30 minutes. On laisse bien le couvercle, on filtre le lendemain, on garde au frigo et la prêle, elle se pulvérise le soir. Parce qu'elle est, on peut dire, photosensible, enfin, elle amène beaucoup de lumière, de chaleur et de sec. Ce qui est bien quand on a des périodes humides, justement, elle va amener du chaud et du sec, donc on va la pulvériser uniquement le soir. Alors là aussi, il y a beaucoup de spécificités, de petites astuces. Voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est passionnant en même temps. Parce qu'en fait, on ouvre la pharmacie, toutes les solutions, elles sont là. Il suffit juste de pouvoir piocher à droite, à gauche. Et on a autour de nous les plantes qui nous suffisent en fait pour nous soigner nous et soigner notre environnement, notre jardin, quoi. Ensuite, il y a les extraits à l'eau froide. Ça, c'est le plus facile quand on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Il faut mettre les plantes à tremper pendant 2-3 jours. On les filtre avant que la fermentation ne démarre. Et ces plantes-là, on peut les mettre en mulch. Après, elles vont amener. Ça sera moins efficace que des extraits fermentés. Mais si on a peu de moyens, c'est vite fait. Ou quand on a beaucoup de plantes, c'est vite fait. Ça permet de retirer des principes actifs et de les redonner au sol. Ensuite, il y a les huiles essentielles dans les préparations naturelles. Alors ça, c'est les solutions pompiers. Moi, je ne vais pas encore attaquer ça. C'est vraiment en cas de gros ravageurs. Là, ça envoie du principe actif. Alors ça demande aussi beaucoup d'énergie aux plantes à assimiler ça, mais ça marche super hein, sur certains champignons, etc. Ou quand vraiment on a un problème, hein, il faut des solutions pompiers, on appelle ça, pour vraiment éradiquer l'élément pathogène qu'on a sur nos cultures, quoi. Ensuite, il y a l'extrait fermenté. Donc ça, c'est des extraits fermentés. Là, il y a consoude et là, il y a ortie. Vous voyez, c'est quelque chose de très clair. Je vais vous faire une petite démo après pour vous expliquer, parce que là, on a pas mal évolué ces derniers temps là-dessus. Avant, on faisait à l'air, c'est-à-dire aérobie, et maintenant, on fait sans air, c'est anaérobie. Et en fait, ça change tout, quoi. On a vraiment des résultats complètement différents sur les types de préparation. Donc, on peut arroser au pied, c'est 5% de la dilution, ou traiter en pulvérisant, c'est pareil, c'est 5%. On était à 10% il y a 2-3 ans, et en fait, on s'est aperçu que ça peut créer de l'appétence pour certaines maladies ou des insectes ravageurs. Donc, on a diminué, et 5%, ça suffit. On peut y revenir un peu plus fréquemment du coup, et ça permet d'avoir une continuité un petit peu, quoi. Là aussi, c'est un rythme à prendre, quoi. On ne traite pas quand on veut, quoi. Il y a des moments pour faire ça, etc. C'est un peu... mais c'est très... comment dire, je trouve ça très ludique, et en même temps, on crée vraiment une ambiance. Et ça se ressent au niveau du jardin, des arbres, enfin, etc. C'est vraiment super. Ça a des effets quasiment instantanés, quoi. Le lendemain, ça se voit, quoi, c'est sûr. Donc, je vais vous faire une petite démo d'extrait fermenté. Bon, alors déjà, il faut bien récolter les plantes, de préférence le matin. Au stade avant fleur, c'est souvent avant fleur. Après, ça dépend des plantes, etc. Mais c'est souvent avant fleur, au moment où elle est la plus belle. On ne hache plus les plantes en extrait fermenté, donc c'est une fermentation dans de l'eau. Donc, parce qu'on s'est aperçu que ça oxydait, en fait, ça devient noir. Et maintenant, on chasse cette oxydation parce que ça développe des bactéries qui peuvent être pathogènes, et ça ne nous intéresse pas, en fait, d'élever des bactéries dans nos préparations qui peuvent venir nuire à nos plantes. Donc, on met les plantes directes. On va s'attacher à avoir une bonne qualité d'eau. Donc, c'est bien si on peut avoir de l'eau de pluie ou de l'eau de source au minimum, sinon il faut la faire décanter de 3 jours pour enlever le chlore. On explique aussi la dynamisation de l'eau. Ça, voilà, on commence à comprendre grâce au potentiel redox par exemple, à quoi ça sert et comment ça marche et quand est-ce qu'on y arrive. Donc ça c'est bien. Donc il nous faut un bidon de 30 litres, là je vais le chercher. Voilà. Donc ça c'est un bidon tout simple, 14 €, avec un robinet 6 €. Il vous faut une bande de fond. Tu peux tenir. Ouais.
Donc voilà. Donc avant, on faisait des fermentations juste sans fermer le bidon ou en mettant le bidon, mais les gaz viennent s'échapper, le couvercle saute. Donc on a un couvercle qui tient bien maintenant. Il nous faut, au fond, on met une bande de fond pour éviter que les plantes bouchent notre robinet quand on va vouloir filtrer. C'est tout bête. On met les plantes, il faut bien qu'elles soient imbibées, on va les tasser un petit peu, il faut bien qu'elles soient imbibées d'eau. L'eau, pardon, en premier, on va la chauffer, on va la mettre à 30 degrés. Donc si on a 30 litres, on va chauffer 10 litres à 90 degrés pour avoir 30 litres à 30 degrés. Et en fait, on va faciliter le lancement de la fermentation. En 12 heures, le lendemain, déjà, c'est parti. Et donc ça va être anaérobie. Alors c'est ça la dernière trouvaille, tout récent. Avant on faisait avec des couvercles flottants, avec des chambres à air, on mettait un plastique, avec des poids et tout ça. Et là maintenant il y a ça, c'est pour faire la fermentation de la bière, ça s'appelle un barboteur. Ça coûte 2,50 €. On peut faire jusqu'à 40 litres. Et donc on va mettre un petit peu d'eau ici, vous voyez c'est comme un siphon. Et ça va empêcher l'air de rentrer, mais ça ne va pas empêcher les gaz de sortir. Avec la pression, le gaz va pouvoir sortir. Donc là, on est anaérobie. L'air, il ne rentre plus dans le bidon. On ne veut plus d'air. Ça ne sera plus oxydé. Parce que dès que l'air va rentrer, sur les purées d'ortie, comme on faisait anciennement, ben ça s'opacifie, ça devient vite vert foncé, marron. Donc ça veut dire que c'est oxydé. Et que là-dedans, on a des bactéries qui sont pathogènes, qui ne nous intéressent pas. Donc en fait, ça marche sur le coup parce qu'on amène quand même quelque chose, mais on peut avoir des maladies, des mildious, des oïdiums de 2e, 3e, 4e génération qui sont encore plus virulents parce qu'en fait on les a nourris. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on est passé en aérobie sans air. Quoi. Et vous voyez le résultat, c'est prêt au bout de 3 jours, 4 jours maximum, donc c'est très rapide et ça fait quelque chose de très clair. Quoi. Ça c'est de la consoude et ça c'est de l'ortie. Voilà. L'odeur est moins forte aussi. Et pour le filtrer, j'utilise un filtre à café en plastique, là, ça suffit. Voilà. Après, il faut bien faire le vide d'air. Il ne faut pas qu'il y ait d'air dans la bouteille. Et quand vous allez vous en servir, également, il faut bien appuyer, chasser l'air. Sinon, ça va devenir marron en 5 minutes, ça s'oxyde. Et là, vous pouvez le jeter aux toilettes. Pas dans le compost, parce que sinon, vous allez élever des bactéries pathogènes. Donc, c'est... Voilà. La dose, c'est 1 kg de plantes pour 10 litres d'eau. Donc avec 1 kg d'ortie, vous faites 10 litres d'extrait fermenté. Si vous diluez à 5%, il vous faut un demi-litre pour un pulvérisateur de 10 litres. Avec 10 litres en pulvérisation, vous faites du chemin déjà. Et bon, après, on met des mouillants ou pas. Enfin voilà, ça c'est un peu plus technique, mais ça marche très très bien. On a une information qui est super. Et on diminue aussi le pH de notre préparation. On s'est aperçu de ça aussi. On va mettre un petit peu de vinaigre de cidre bio ou du lactosérum en prenant le pH mètre dans le pulvérisateur parce qu'on s'est aperçu que les végétaux à 6 de pH, ils assimilent tout ce qu'on leur donne. Donc si on a une eau de source à 7, etc., c'est bien de... moi j'en ai un pH mètre, voilà, je vais faire une petite journée d'initiation, vous venez avec votre eau, on trouve le dosage, il vous faut 2 cuillères de vinaigre de cidre dans votre pulvé, vous êtes à 6, et là vous pouvez pulvériser, tout est assimilé par le végétal. Donc ça, c'est aussi des petits détails, des petites astuces. Il y a plein de trucs comme ça. Quoi. On s'est aperçu aussi, par exemple, il y a Jean qui est apiculteur. Le miel, si on rajoute 10 grammes de miel à l'hectare, en dessous de 10 grammes de miel à l'hectare en pulvérisation, ça démultiplie complètement l'effet de la préparation. Et ils ont testé tous les sucres, il n'y a aucun sucre qui fait ça. Quoi. Et au-delà de 10 grammes à l'hectare, ça fait de la confusion sexuelle. Donc on met un peu la panique dans tout le... Voilà, ça aussi c'est des moyens répulsifs. Des fois on est envahi, du coup on peut mettre la panique pour que les insectes qui soient perturbés dans leurs signaux, etc. Et du coup on est un peu plus tranquille. Donc le miel fait ça, quoi. Donc il y a plein de petites astuces comme ça pour arriver à optimiser nos soins au jardin et développer la vie, quoi. Parce qu'en fait c'est vraiment un élevage de bactéries, quoi. Et en 3 jours on arrive à avoir un pic. Donc on va pas attendre cette oxydation, cette fermentation un peu plus longue. On va récupérer vraiment toutes les bactéries avant qu'elles commencent à se manger entre elles et à faire trop pipi ou trop caca et avoir des éléments qui sont plus grossiers, quoi. Voilà, en gros, comment on fait un extrait fermenté en aérobie. Et les températures max et limites pour la préparation. Choquer le bidon et dans quelles conditions?
30 degrés, après c'est bien que ça soit à température ambiante, alors tu peux le laisser au soleil, comme ça il montera tout seul, tu n'auras pas besoin de chauffer l'eau, si c'est au printemps. Mais après, une fois que c'est lancé, c'est bon, quoi. Ça se fait tout seul. Et ça va s'arrêter tout seul aussi. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va y avoir la pression, ça pousse, hein, ça fait des blou-bloup. Et puis au troisième jour, la claque, ça s'arrête, ça bouge plus. Donc tu sais que c'est fini. Et oui, j'ai oublié, pour savoir si c'est bon, on fait le test de la mousse. En fait, il faut un verre 10 cm en dessous du robinet, on fait couler. Et si la mousse, elle reste plus de 30 secondes, c'est que l'extrait n'est pas prêt. Si elle se dissout très facilement, c'est que l'extrait il est prêt. Tout ça, c'est dans Purée d'ortie et compagnie de Eric Petiot. C'est décliné. Moi, j'ai les cours aussi, je peux te donner des documents si ça t'intéresse, où c'est un peu plus spécifié, quoi. Il y a le dosage aussi, on peut les fixer avec de la vitamine C naturelle. Ça, c'est super pour un an. Parce que sinon, il faut que ça soit consommé dans un mois. Donc là, on met un quart de cachet d'acérola pilé, et puis ça tient un an. Sinon, c'est avec de l'huile essentielle de romarin camphré. Mais c'est un dosage un peu précis, mais ça tient 3 ans. Donc là aussi, c'est une différence avec les produits chimiques conventionnels, c'est qu'on n'a pas de fixateur chimique. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, même dans les engrais bio, il y a des fixateurs chimiques. Il y a 2 E dedans. Donc même quand on continue à pulvériser des préparations soi-disant bio, on continue à mettre du chimique. Alors que là, on fixe un naturel, quoi. Et on a des pistes là, il y a la lactofermentation de cynorhodon qui garde le vitamine C, donc peut-être qu'on pourra juste mettre quelques millilitres de lactofermentation de cynorhodon pour fixer. On n'aura plus besoin d'acheter d'acérola. Voilà, en gros, pour un extrait fermenté, quoi. Comment ça se passe. Et une dernière chose, là, tant qu'on est là-dedans, c'est les gens qui m'ont montré ça, c'est super. C'est Terre et Humanisme qui fait ça. Et c'est la litière forestière fermentée. Donc ça nous vient d'Amérique du Sud. Et il y a une super petite brochure là qui explique tout, comment le procédé. Donc je vous le lis, tiens, ça favorise la croissance des racines et le développement des cultures. Ça lutte contre les agents pathogènes du sol. Ça aide le système immunitaire des plantes contre les maladies ravageurs. Ça solubilise les nutriments du sol. Ça accélère la décomposition des résidus de récolte. Et ça améliore les propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol. Donc, c'est le même principe, sauf qu'on va mettre de la litière de forêt. Et ça c'est vraiment local, parce qu'on va essayer d'aller chercher des forêts qui sont le plus proches possible pour avoir le biotope qui nous est propre. Et du coup, on mélange ça avec du lactosérum, du petit lait et de la mélasse. Voilà. Et ça a une fermentation, c'est pareil, c'est une fermentation anaérobie avec de l'eau de pluie. Et au bout de 5 jours, on a démultiplié des bactéries. Ça s'appelle des micro-organismes efficaces. Ça, c'est en train d'arriver, là. C'est un Japonais qui a sorti ça il y a 10 ans. Ils ont sélectionné 80 souches de bactéries, levures et champignons. Et en fait, ça empêche l'oxydation, ça régénère les milieux, et ça rend accessible tout ce qui... Il n'y a plus de putréfaction, en fait. Ça évite le stade de la putréfaction. Il n'y a plus les mouches, il n'y a plus la mauvaise odeur. Dès qu'il y a ça, tout est sublimé, tout est ingéré par le sol directement. Voilà. Donc là, on fait des EM, en fait, parce que... Pardon ? Les EM, ouais, ça marche un temps, ça s'ensemence, et petit à petit, il faut qu'ils puissent prendre la place. Après, au bout d'un moment... Ouais, après, au bout d'un moment, ils sont là, quoi. Le but, c'est d'arriver à lancer un cycle. Si tu les relances pas, Non, elles peuvent mourir, mais normalement, elles doivent arriver à continuer le cycle, quoi. Les préparations naturelles, c'est pareil. On peut pulvériser pendant, mettons, moi je dirais 4 ans, 5 ans, vraiment mettre la dose par rapport à la situation qu'on a aussi, du sol, etc. Et après, normalement, ça doit se calmer, qu'on ne va pas pulvériser toute la vie, quoi. Il faut qu'on lance un cycle, une fois que le sol il est vraiment vivant, qu'on a toutes les bactéries, c'est bon, quoi. Après, il faut là aussi, l'ensemencement, voilà, faut arriver à le faire, à bien l'épandre. Il y a aussi tiens, je voulais en parler aussi, il y a le lactopané, c'est du pain de seigle bio qu'on met à fermenter dans de l'eau. C'est Michel Barbeau qui préconise ça, et ça envoie des mycorhizes, c'est super aussi, ça marche bien. Mais ça aussi, au bout d'un moment, à mon avis, ça a sa place, ça doit avoir sa place, quoi.
Voilà, en gros, tout ce qui est préparation naturelle, là on a vu des fermentations. Et ça, je pense vraiment que c'est l'avenir, c'est super parce qu'en plus ça se conserve pas. Ça, c'est maximum une semaine, donc ça, les industriels, ils peuvent pas le faire, quoi. C'est vraiment pour l'autonomie, c'est vraiment local, c'est avec nos biotopes. Donc ça, c'est super truc, ça. Voilà. Donc à pratiquer, je pense, quoi. Et au moins à essayer, quoi. Ah, ça, ça se trouve à Haut de Plastique. Il y a deux jeunes qui font du plastique avec Zapac. J'ai trouvé ça. C'est 30 litres, vous pouvez aller jusqu'à 40 litres. Et ça, c'est surtout sur les sites de brasserie, de bière, les barboteurs. Ils vous vendent même le seau, il y a le seau, le robinet, c'est tout prévu, quoi. Il y a même la grille au fond, je crois. Donc ça, c'est pas... Voilà. C'est un barboteur. Ça change la vie. Pardon? Pardon? Là-dessus, il faut regarder les bouquins d'Éric Petiot, Édition du terrain. Il a fait pas mal, il a fait Saut naturel aux arbres, il y a Purée d'ortie et compagnie, qui est vraiment plus spécifique sur la mise en pratique des extraits fermentés. Après, il y a des petites vidéos aussi, là, sur... je crois que c'est... Ah, je sais plus. Mais Petiot, tu vas trouver. Ouais, c'est bon. Après, moi, par le biais de Chemin Cueillant, je vais essayer aussi de faire une petite journée d'initiation où on peut voir ça plus en détail, etc. D'ailleurs, à ce sujet, c'est bien si vous adhérez à Chemin Cueillant, parce qu'on a besoin d'argent. Mais voilà, si tu as l'occasion, ça sera diffusé. J'aimerais bien faire plusieurs. Parce que c'est vraiment des solutions accessibles, c'est vite fait, et ça a un effet qui est vraiment... Non, pas forcément. Ouais, mais... Ouais. Après, voilà, on joue avec le vivant aussi. Hein. Mais on commence un petit peu quand même à sortir du bac à sable là-dedans, quoi. C'est pas mal. Notamment ça, c'est pratique, c'est vraiment, ça change la vie. Voilà. Des questions encore, hein? C'est bon? On va conclure, je vois quelle heure il est. Encore un peu? Ben, c'est bon. Mais s'il y a quelque chose de plus. Voilà. Ben, merci à tous pour votre... Si vous avez des questions plus précises ou qui vous viennent ensuite sur la réglementation ou autre chose, vous pouvez me donner vos coordonnées. J'en ai pas. Peut-être, Jeanne, tu as un crayon? Oui. Thierry Humanisme. Il le donne, non, ça? Oui, il le donne. Il ne nous en a pas quelques-uns. Ah non, mais j'en avais deux, je t'en ai donné. L'autre, je le... Oui, la lumière. Juste un instant, tu sais que ça